maintenant à la correction de la série. Alors, ça ne veut pas passer sur le... Voilà. Ben, vous avez maintenant donc la série 3. Bon, est-ce que vous voyez sur l'écran série TD numéro 3? Oui, monsieur. Oui, ben. Donc, on va commencer par le premier exercice. Donc, l'exercice 1, donc, il s'agit d'un solénoïde de section grand S, de très grande longueur. Il possède un spire par unité de longueur, parcouru par un courant d'intensité grand I. À l'intérieur de cette solénoïde, on glisse un long barreau de fer doux. Oui. Alors, je peux continuer. Donc, un long barreau de fer doux considéré comme linéaire homogène et isotrope, LHI, de perméabilité mu, cylindrique, de même axe que le solénoïde, et de section petit s. Donc, petit s inférieur à la section du solénoïde grand S. Donc, on a sur la figure du bas un solénoïde, donc une image d'un solénoïde dans lequel on a introduit un barreau. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'étudier. Alors, bon, on commence tout d'abord par faire une figure du solénoïde. La question étant de calculer le champ magnétique quant au point intérieur solénoïde en régime permanent, en négligeant les effets de bord. Donc, on commence par faire une figure rapidement. Un solénoïde d'axe Z', par exemple, de section grand S. Et on essaie de représenter quelques spires pour pouvoir vous regarder donc, le sens de courant. Donc, éventuellement, on fait une représentation en coupe dans le plan XZ ou bien YZ. Donc, il faut que ça comprend l'axe Z', du solénoïde. Donc, c'est un solénoïde de très grande longueur. On néglige les effets de bord, c'est-à-dire qu'on prend le solénoïde comme étant pratiquement infini. Donc, on se place loin des bords du solénoïde, donc on étudie le champ magnétique loin des bords. Alors, pour calculer donc ce champ magnétique, donc il est utile d'étudier la symétrie de la distribution de courant. Donc, éventuellement, pour utiliser le théorème d'Ampère, néanmoins, on a toujours besoin de connaître le champ magnétique sur l'axe du solénoïde. Donc, le champ magnétique sur l'axe du solénoïde, bon, je vais rappeler le résultat.
ce calcul, il est effectué en utilisant la loi de Biot et Savart. Donc, normalement, vous l'avez fait en première année. Il suffit de calculer tout d'abord ou bien de connaître le champ magnétique créé par une spire, ensuite de calculer le champ magnétique créé par un élément de spire de largeur n dz, et ensuite d'intégrer sur toutes les solénoïdes. Et le résultat, bon, on le rappelle ici, le champ magnétique créé sur l'axe solénoïde, mu0 ni cosinus alpha 2 moins cosinus alpha 1 divisé par 2 suivant uz. Donc ce résultat, il découle de la loi de Biot-Savart. Alors, par la suite, bon, si on étudie la symétrie de la distribution de courant, on voit que toute rotation autour de l'axe Z'Z ne change pas la distribution de courant. Toute translation suivant l'axe Z'Z ne change pas aussi la distribution de courant. C'est-à-dire que le champ magnétique en coordonnées cylindriques, il ne va pas dépendre de θ, ni de z. Donc, il va dépendre que de petit r, la distance par rapport à l'axe. Ensuite, on étudie donc, les plans de symétrie. Donc, on voit bien que tout plan contenant l'axe Z',Z est un plan d'antisymétrie, et tout plan perpendiculaire à l'axe Z',Z est un plan de symétrie. Donc forcément, le champ magnétique, il est porté parallèle à l'axe Z',Z. Donc il est porté par uz. Alors, puisque le champ magnétique il varie en fonction de petit r seulement, il est suivant uz, on va pouvoir utiliser le théorème d'Ampère avec un contour, donc comme vous voyez sur la figure, un contour rectangulaire ABCD. Donc ici, on va pouvoir tout d'abord montrer que à l'intérieur du solénoïde, le champ magnétique est uniforme. Donc, bien entendu, si on applique le théorème d'Ampère avec un contour à l'intérieur du solénoïde et dont un côté est suivant l'axe Z',Z, on voit très bien qu'il n'y a pas de courant qui traverse le contour. Donc, le champ magnétique B de R est égal au champ magnétique sur l'axe B de R égale à 0. Donc, éventuellement, en n'importe quel point à l'intérieur du solénoïde, le champ magnétique est le même. Donc, symétrie ici, donc, le résultat, donc, vous avez B de M est égal à B de R uz, et on applique par la suite le théorème d'Ampère, un contour rectangulaire ABCD. Donc, la circulation de BDL sur ce contour ABCD est égale à mu0 I enlacé. Donc, si on développe bon, le calcul ici, donc ici j'ai développé, on voit bien que sur les portions BC et DA, la circulation est nulle puisque le champ magnétique B est suivant uz,
alors que le déplacement, il est perpendiculaire à Z. Donc c'est nul. Donc il nous reste les deux autres termes qui sont non nuls. Donc le champ magnétique, bon, bien entendu, sur la portion AB par exemple, donc vous avez B de R UZ scalaire DZ UZ. Donc vous avez UZ scalaire UZ qui est égal à 1. Et B ne dépend que de R, donc on peut sortir du signe d'intégration. Et vous avez B fois AB pour le premier terme. Et pour le troisième terme, la même chose, mais avec un signe moins. Donc, vous obtenez moins B fois CD. Et les autres termes sont nuls. Alors, donc, on peut aussi éventuellement montrer qu'à l'extérieur, le champ magnétique est nul en prenant un contour ABCD, donc dans le plan qui contient l'axe Z', mais dans les côtés AB et CD sont à l'extérieur du solénoïde. Donc on a, bon, les courants enlacés, vous avez autant de courants positifs que de courants négatifs. Donc là aussi, ça vous donne 0. Hein. Mais ça montre que le champ magnétique à l'extérieur est le même. Donc par contre, bon, si je calcule ici avec un contour donc ABCD comme sur la figure, donc vous voyez très bien que vous avez mu0 I enlacé est égal à mu0 NI fois la distance, donc l'intersection du contour avec le solénoïde. Donc vous avez toujours les mêmes distances ici, NN' est égal à AB, est égal à DC. Donc par simplification ici, le champ extérieur étant nul, donc le champ intérieur est égal à mu0 NI. Donc, pour un solénoïde infini, donc le champ magnétique intérieur, il est égal à mu0 NI. Il est suivant UZ. Donc, le champ ici, à l'intérieur de ce solénoïde, mais en dehors du barreau, donc il est dans l'air, donc il est égal à mu0 NI. Donc, pour R, la distance R supérieure au rayon du barreau et inférieure à la dimension de solénoïde, donc on obtient un champ qui est égal à mu0 NI. Maintenant, bon, si on est à l'intérieur du barreau, le champ magnétique, donc c'est un barreau ferromagnétique doux. Donc on a la relation entre le champ magnétique B et l'excitation H. B est égal à mi fois H.
Donc ici, éventuellement, on applique le théorème d'Ampère avec le H. Donc la circulation de H sur le contour est égale à I enlacé libre. Et on obtient donc directement ici, à partir de H, puisque le I enlacé est égal à NI, à partir de H, on obtient le champ magnétique B à l'intérieur du barreau, mu0, mu R, NI, UZ. Donc, à l'intérieur de solénoïde, en dehors du barreau, c'est mu0, NI, et à l'intérieur du barreau, on a juste, à la place de mu0, vous avez mu NI. Dans la deuxième question, on demande de calculer l'auto-inductance du solénoïde. Alors, l'auto-inductance est définie ici par la relation de proportionnalité entre le flux et l'intensité de courant. Donc, le flux de B à travers le solénoïde est égal à l'auto-inductance notée par grand L fois l'intensité de courant I. Donc, pour calculer L, il va falloir exprimer le flux de B à travers le solénoïde. Donc, le flux de B à travers le solénoïde, c'est le flux de B donc, à travers une spire multipliée par le nombre de spires. Donc ici, on va multiplier donc, par unité de longueur, si vous voulez. Donc on multiplie par le nombre petit n par unité de longueur. Donc n fois le flux de B. Alors, le flux de B ici, il se compose de deux termes. Donc le flux de B en dehors du barreau, à l'intérieur de solénoïde, mais en dehors du barreau, c'est-à-dire que la distance R, petit r, est comprise entre R0, le rayon du barreau, et grand R, le rayon de solénoïde. Et le deuxième terme, c'est le flux de B à l'intérieur du barreau, petit r inférieur à R0. Donc, si on exprime ce flux, donc, à l'extérieur, vous avez B est égal à mu0 NI, multiplié par N. Donc, ça vous donne mu0 N carré I, multiplié par la section. Donc, en dehors du barreau, la section, c'est grand S moins petit s. Ensuite, le second terme, mu0, alors, le champ, c'est mu0 mu R fois NI, on multiplie par N, donc N carré, multiplié par la section petit s du barreau. Donc, finalement, en mettant en facteur mu0 N carré I, facteur de grand S moins petit s, plus mu R fois S, donc on obtient ce terme-là, mu0 N carré I, grand S plus petit s, mu R moins 1. On déduit donc l'inductance, ou bien l'auto-inductance. Donc, mu0 N carré, grand S plus petit s, mu R moins 1. Ensuite, bon, calculer cette auto-inductance avec donc le nombre de spires 10 puissance 4. Mu R, c'est 10 puissance 4 aussi. La section S du solénoïde, donc 110 moins 4 mètres carrés. Petit s, 40, 10 moins 4 mètres carrés. Et pour calculer mu0, on utilise la relation epsilon 0 mu0 c carré est égal à 1. Donc mu0 est égal à 1 sur 8,85 10 moins 12
fois 3, 10 puissance 8. Donc, bon, on fait le calcul ici pour trouver à peu près 0,5 10 puissance 4 par mètre. Voilà pour ce premier exercice. Pour l'exercice 2, bon, il s'agit d'une sphère uniformément aimantée. Donc, on considère une sphère grand S de centre O, de rayon grand R, constituée d'un milieu magnétique uniformément aimanté suivant l'axe OZ. Donc, on exprime cette aimantation. Donc, c'est un vecteur grand M qui est égal à MUZ. La première question, il s'agit d'exprimer les densités de courant d'aimantation et de trouver les analogies, donc une analogie de cette sphère avec un autre phénomène. Alors, j'ai représenté ici une sphère de centre O avec une aimantation M suivant l'axe Z, donc l'axe Z vertical. Donc, une sphère de rayon grand R. Pour trouver les densités de courant, donc il faut se rappeler ici les expressions, les densités de courant surfaciques et volumiques en fonction de l'aimantation. Donc, pour la densité de courant surfacique d'aimantation, M vectoriel N. Et pour la densité de courant volumique, c'est rotationnel de M. Donc, si je calcule M vectoriel N, sachant que N est un vecteur normal sortant de la surface, donc il est égal à UR. Donc on fait M UZ vectoriel UR. Donc si on l'exprime en fonction de UFI, donc bien entendu, vous avez UZ vectoriel UR. Donc il y a un angle θ. Donc on obtient M sinus θ UFI. Pour le courant en volume, puisque l'aimantation est uniforme, donc uniformément aimantée, ça veut dire que l'aimantation est uniforme, donc le rotationnel de M est égal à 0, il n'y a pas de courant en volume. Alors, bien entendu, ce type de problème, il ressemble, hein, vous voyez, vous avez des courants en surface, il n'y a pas de courant en volume. Et les courants, comme on voit ici sur la figure, ils sont des courants circulaires d'axe OZ, Z', Donc on pense à l'analogie avec une sphère de même rayon grand R qui porte une densité de charge sigma et qui tourne à la vitesse angulaire oméga. Hein, donc si vous avez une sphère avec des charges en surface, en rotation, avec une vitesse angulaire oméga, donc on obtient ici un courant du même type qui s'exprime donc JS égale à sigma R oméga sinus θ UFI. Donc on obtient à peu près le même phénomène, mais ce sont des courants qui ne sont pas dus à l'aimantation, mais ce sont des courants qui sont dus à la rotation de la sphère autour de son axe.
Pour la deuxième question, il s'agit de calculer le champ magnétique au centre de la sphère. Donc, pour calculer le champ magnétique au centre de la sphère, on va utiliser éventuellement, dans ce cas, la loi de Biot-Savart. Bien entendu, ici, le théorème d'Ampère, on ne peut pas l'utiliser. On cherche un champ en un point au centre d'une sphère. Donc, on ne peut pas utiliser Biot-Savart. Par contre, bon, il est toujours utile de chercher une symétrie. Donc, s'il y a une quelconque symétrie sur la distribution de courant qui va se retrouver sur le champ magnétique et qui permet éventuellement de simplifier le calcul. Donc, on voit bien que tout plan contenant l'axe OZ est un plan d'antisymétrie ou bien de symétrie impaire. Donc, le champ magnétique, il est porté par UZ. Donc, on va exprimer le champ magnétique créé par un élément de courant, JSDS, au centre O. Donc, on va exprimer par dB. Donc, dB, ici, il est égal à mu0 sur 4pi, J vectoriel PO, alors, donc, on est au point P, et on cherche le champ au point O. Donc, J vectoriel PO divisé par PO au cube, multiplié par ds. Donc, ça, c'est l'application de la relation de Biot-Savart. Pour des courants en surface, bien entendu. Donc, si on fait le développement ici vectoriel entre J qui est suivant UFI, PO est suivant UR, donc vous avez UFI UR qui est égal à moins Uθ. Donc on obtient moins mu0 sur 4pi JS ds divisé par le rayon au carré, c'est-à-dire PO au carré, suivant Uθ. Donc on a simplifié ici par R, ou bien par PO. Puisque PO, c'est égal à moins RUR. Alors, comme on a dit que par symétrie, le champ magnétique est porté par UZ, donc on va tenir compte que de la composante suivant Z. Donc on va exprimer dBz. Donc dBz qui est égal à dB scalaire UZ. Donc si on développe dB scalaire UZ, on trouve moins mu0 sur 4pi r carré, JS ds, Uθ scalaire UZ. Bien entendu, Uθ scalaire UZ, ça vous donne sinus θ.
Donc, il faut revenir vers la figure, représenter... donc, si je reviens rapidement vers la figure, voilà. Voilà, vous avez Uθ. Donc, vous avez Uθ comme ceci. Et vous avez UZ, il est vers le haut. Donc, lorsque vous faites... alors, si vous faites moins UZ scalaire Uθ, donc normalement, ça vous donnerait sinus θ, pas cosinus θ. Donc, partant de cette relation, pour calculer le champ total, il va falloir intégrer sur toute la sphère. Alors, on exprime l'élément de surface ds, qui est égal à r carré sinus θ dθ dφ, la densité de courant JS, qui est égale à m sinus θ, et on calcule donc le champ magnétique B. Donc, bien entendu, je remplace ici les expressions. Donc, vous voyez, il y a sinus θ, et on a déjà un sinus θ. Donc, ça vous donne sinus cube θ. Il y a une simplification par r carré. Et on obtient mu0 m sur 4pi, l'intégrale de sinus cube θ dθ dφ. Donc, lorsqu'on va intégrer donc, sur toute la sphère, phi, il varie entre 0 et 2pi, alors que θ, il varie entre 0 et pi. Alors, dans ce calcul, on a juste à calculer l'intégrale de sinus cube θ dθ entre 0 et pi. Donc ici, bon, il suffit de faire un changement de variable. Donc vous voyez très bien que éventuellement, on peut rentrer le sinus θ à l'intérieur de la différentielle, ça vous donne d cosinus θ, ou bien moins d cosinus θ. Et ensuite, on exprime sinus carré θ par la relation connue, sinus carré θ est égal à 1 moins cosinus carré θ. Donc, vous allez intégrer ici 1 moins u carré du entre 1 moins 1 ou bien entre moins 1 et 1. Donc, le résultat ici, après calcul, va nous donner 2 tiers de mu0 m uz. Donc, vous faites le calcul de l'intégrale à tête reposée et vous essayez de retrouver ce résultat. Donc, le champ magnétique au centre haut de la sphère, 2 tiers de mu0 m uz. Il faut en déduire l'excitation H. Donc, pour l'excitation, donc vous avez la relation B est égale à mu0 H plus M. Donc, H est égal à B sur mu0 moins M. Donc, je remplace B par son expression. Donc, vous avez 2 tiers de M uz moins M suivant uz aussi. Donc, on obtient moins 1 tiers M uz. Donc, l'excitation H est égale à l'aimantation divisée par 3 suivant uz. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'excitation et l'aimantation sont opposées et que la valeur de l'excitation est égale à la valeur de l'aimantation divisée par 3.
Alors ça nous fait penser à une analogie, à un résultat important. Pour les diélectriques, on avait trouvé que le champ électrique, donc créé par une sphère diélectrique, est égal à la polarisation sur 3 epsilon 0. Donc il y a le 3 ici, divisé par 3, donc, qui se retrouve aussi dans la boule aimantée, la sphère aimantée. Donc on a une analogie donc, sur différents niveaux entre l'électrique et le magnétique. Le phénomène de polarisation et le phénomène d'aimantation. Puisque, bon, à l'origine, ce sont des dipôles hein, à l'échelle microscopique. Bien entendu, bon, si on prend la même géométrie, forcément, on va retrouver des résultats analogues. Troisième question, il s'agit de calculer le potentiel vecteur à l'intérieur et à l'extérieur de la sphère, c'est-à-dire en tout point. Donc, le potentiel vecteur A, il est défini en fonction des courants. Donc, pour les courants volumiques, mu0 sur 4pi, l'intégrale sur la sphère, l'intégrale triple sur la sphère de J, M d tau sur Pm. Et pour les courants surface, mu0 sur 4pi, l'intégrale double sur la sphère de JS ds sur Pm. Donc ça, c'est l'expression de potentiel vecteur définie par les densités, par les courants, bien les densités de courant. Sachant que M, c'est le point où on cherche à calculer ce potentiel vecteur. Donc, il est n'importe où dans l'espace. Et le point P, c'est un point de la sphère. Donc, on rappelle les résultats. La densité du courant surfacique est égale à M sinus θ UφI, qu'on peut exprimer aussi par M uz vectoriel UR, et que la densité de courant volumique est nulle. Donc, il va nous rester un seul terme. Donc, le potentiel vecteur, mu0 sur 4pi, M uz, vectoriel, l'intégrale double sur la sphère, dsur sur Pm. Donc, j'ai remplacé la densité de courant JSM et j'obtiens, bien entendu, puisque M uz ne dépend pas du point P, donc on peut le sortir de signe d'intégration. Alors par la suite, bon, il va falloir calculer cette intégrale. Alors pour cela, on va donc essayer de montrer que l'intégrale double sur la sphère fermée, ds sur Pm, c'est égal à l'intégrale triple sur le volume de la sphère de gradient de 1 sur Pm d tout. Alors pour cela, donc, on va partir de la relation de Green-Ostrogradsky. Donc si je prends une fonction scalaire quelconque petit f, et une fonction vectorielle c constante, l'intégrale sur un volume, sur une sphère, sur une surface fermée, pardon, donc c'est le flux ici sur une surface fermée, est égal à l'intégrale triple de divergence de fc d tout. Donc ça, c'est la relation de la divergence
sous forme intégrale. D'un autre côté, divergence de FC, on peut l'exprimer ainsi, F divergence de C plus C gradient de F. Alors, comme C est constant, divergence de C est égale à 0, donc divergence de FC est égale à C scalaire gradient de F. Donc, ça va me permettre ici d'exprimer cette intégrale double sur une surface fermée, FC ds, qui est égale à l'intégrale triple de C scalaire gradient de F d tout. Alors, puisque C est constant, on peut le simplifier et on obtient l'intégrale double de F ds est égale à l'intégrale triple de gradient de F d tout. Donc ici, dans notre cas, la fonction f, c'est 1 sur Pm. Donc je remplace l'intégrale double de ds sur Pm par l'intégrale triple de gradient de 1 sur Pm d tout. Donc on obtient le potentiel vecteur mu0 sur 4pi muz vectoriel, l'intégrale triple de gradient de 1 sur Pm d tout. Alors, ce n'est pas terminé. On va tout d'abord remplacer gradient de 1 sur Pm par moins Pm sur Pm au cube. Donc ça, c'est un résultat qu'on a déjà vu avant. Pour obtenir donc cette expression du potentiel vecteur, moins mu0 sur 4pi muz vectoriel, l'intégrale triple sur la sphère de Pm sur Pm au cube d taux. Donc c'est une expression qu'il va falloir calculer. Donc le problème ici, c'est de calculer cette intégrale triple Pm sur Pm au cube d tout. Donc on va poser donc cette intégrale I, grand I, donc c'est une intégrale vectorielle, l'intégrale triple sur la sphère de Pm sur Pm au cube d tout. Et on va essayer de calculer cette intégrale par la suite. Alors, comme on est arrivé à la fin de la séance, on va arrêter et on va essayer de reprendre donc tout à l'heure. Alors, on va essayer de reprendre donc la séance d'après